flow yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Alors, un homme politique, expert de l'éducation, membre de Sursaut Citoyen, ancien ministre, Mamadou Ndoye, bonjour. C'est encore une fois un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayoumar, je vous remercie également de m'avoir invité. Et je dois préciser également au début, je crois que vous me permettrez de le faire, que je suis ici pour parler à mon nom propre et que tout ce que je vais dire n'engage que moi-même. Ah, n'est-ce pas? Merci voilà. Pour la précision et les détails. Oui, Mamadou Ndoye, vous convenez avec moi que toute démocratie a besoin de vigile, de veille. Quelles sont les normes pour une démocratie saine et équilibrée? Où en sommes-nous au Sénégal? Sommes-nous dans une démocratie achevée, inachevée? Des réformes en tout cas sont entreprises par les nouvelles autorités, des actes sont posés, que retenir? Des élections anticipées sont annoncées ce 17 novembre, date de scrutin législatif. Le décret devant convoquer le corps électoral est signé par le chef de l'État. Les acteurs sont divisés sur la matière électorale. Cette rencontre d'hier entre le ministre de l'Intérieur et la classe politique démontre l'existence de désaccords profonds entre les différents acteurs. Le sujet à diagnostiquer dans cette émission le pôle judiciaire financier déjà installé avec comme objectif entre autres la reddition des comptes. Nous discuterons enfin des mutations sur le plan socio-économique dans un pays en proie à divers défis. De façon générale, Mamadou Ndoye, comment analyser le contexte, je veux parler de ce Sénégal d'aujourd'hui, après un premier trimestre de gestion des nouvelles autorités? Je crois d'abord il faut considérer que nous sommes dans une période où il est difficile de caractériser la situation. Nous sortons d'un régime qui a été autoritaire sur le plan démocratique et le peuple sénégalais a sanctionné ce régime avec l'espoir que nous allons entrer dans une nouvelle ère et qu'il y a une opportunité historique en tout cas d'entrer dans une nouvelle ère. Ce que nous observons maintenant, c'est que ce régime est en train de poser ses premiers actes. Ces premiers actes sont des signes, d'abord, qu'il faut lire, mais aussi, au-delà des signes, il y a aussi la méthode et l'agenda. Ce que je veux dire par là, c'est que la grande promesse, c'est la transformation systémique, c'est faire autrement la politique, c'est sortir d'un système ancien pour aller vers un nouveau système. Et pour le moment, autant on entend la volonté et l'intention d'y aller, autant le cap n'est pas encore dessiné pour le moment. Et la grande question n'est pas est-ce qu'il commence à réaliser la transformation ou pas, parce que le temps est trop court pour une transformation de ce type, mais est-ce qu'il y a un cap qui se dessine? Ce cap pour le moment n'est pas clair. Oui, Mamadou Ndoye, vous avez parlé de signes, vous avez parlé de méthode, mais également d'agenda. D'abord, campons-nous sur les signes qui sont apparus. Comment vous les analysez? Comment vous les percevez? Il y a des signes qui sont encourageants. Parmi ces signes, je mettrai en avant la volonté d'éviter un certain nombre d'incidents de parcours, parce que c'est comme ça que je les appelle. Par exemple, la question de la distribution des semences, la question du coût de la vie, la question des divers événements religieux où il fallait mettre en place, disons, un dispositif permettant de ne pas avoir de mauvaises surprises.
ces actes-là, je crois, sont encourageants. Mais pour le moment, ils ne vont pas au-delà de l'instant. Ils ne vont pas au-delà de l'immédiat. Deuxièmement, il y a des signes qui sont plutôt inquiétants. Parmi ces signes, je mettrai en avant la sensibilité à l'égalité homme-femme dans le gouvernement d'abord et dans la suite au niveau des nominations. On sent comme signe, en tout cas, une faible sensibilité à l'égalité homme-femme. C'est tout à fait clair. Autre signe qui me semble également ne pas être encourageant, c'est un peu tout le théâtre qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale. Théâtre qui ressemble un peu à un jeu de dupes d'une part et d'autre part à un poker menteur. Dans l'un, c'est un peu la ruse qui est mise en avant. Dans l'autre, c'est le bluff qui est mis en avant. Et nous sommes à l'ancienne politique dans cette pièce de théâtre. C'est-à-dire qui joue au plus rusé, au plus malin. À quelle fin? Ben justement, on se pose la question. Parce que là où on en arrive, on n'avait pas besoin de tous ces jeux. Parce que c'est dans l'ordre normal de la politique. Il y a une nouvelle majorité qui est venue avec la présidentielle. Et harmoniser cette nouvelle majorité avec la majorité parlementaire est dans l'ordre normal des choses. Donc la dissolution n'avait pas besoin de tout ce jeu. La dissolution entrait dans l'ordre normal et était une décision attendue par les uns et par les autres. La démarche, vous suspectez la démarche. Si on prend l'exemple de comment cela s'est déroulé, c'est d'abord la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et ensuite du Haut Conseil des collectivités territoriales. La suite, vous la connaissez. Parce que le peuple attendait ça. Le peuple n'avait pas besoin de justificatifs pour arriver à une telle décision. Tous les gens normaux savent que lorsqu'il y a une nouvelle légitimité présidentielle, cette légitimité a besoin de majorité parlementaire. Et que par conséquent, au moment où ce sera possible de dissoudre, il fallait dissoudre. On n'avait pas besoin de toute cette pièce de théâtre autour de la déclaration de politique générale, autour de la motion de censure. Enfin, toute cette pièce théâtrale qui a distrait le pays pendant tout un temps, alors qu'on n'en avait pas besoin, on avait ce temps à consacrer à autre chose dont je parlerai. Oui, et justement, dont on parlera aujourd'hui. Pour vous, dans cette séquence, à qui imputerez-vous cette responsabilité? Mais l'agenda appartient au pouvoir. C'est le pouvoir qui a l'agenda. Parce que c'est le pouvoir qui est maître du calendrier. Ce n'était pas l'opposition qui était maître du calendrier, c'est le pouvoir qui est maître du calendrier. Mais c'était entre institutions également. Oui, c'est entre institutions, mais ce qui se passe entre institutions, on savait où ça aboutirait. On sait qui aura le dernier mot. Tout le monde le sait. Mais moi, ce que je dis, c'est que tout ce temps-là gaspillé aurait pu être utilisé à autre chose. Et c'est ça que je reproche à l'agenda. Lorsque on sait que l'Assemblée nationale va être dissoute dans tous les cas, à la date prévue, la question qui se pose normalement au nouveau pouvoir, c'est comment, entre mars et novembre, on pouvait travailler à ce qui est plus important. Pour moi, ce qui est le plus important, c'était l'évaluation de la situation nationale et l'élaboration d'une nouvelle politique ou l'élaboration de ce qu'ils appellent la transformation systémique. Aujourd'hui, au moment où les élections vont se poser, normalement, la question qui devait être principale des élections, c'est qu'avec le peuple, on a élaboré le projet de transformation systémique
qui ne peut pas être élaboré dans la discrétion du pouvoir, parce qu'on serait dans la politique traditionnelle. C'est dans la politique traditionnelle que le pouvoir s'enferme et élabore lui-même tout le programme de transformation pour dire ensuite au peuple, voilà ce que j'ai décidé pour vous. Il n'y aurait pas eu de transformation. Voilà, c'est ça votre avenir. Oui. L'avenir du peuple doit être discuté avec les parties prenantes de chaque secteur. Nous avons les parties prenantes de l'économie, les parties prenantes du social, les parties prenantes du culturel, les parties prenantes de l'éducation, etc., avec qui on doit discuter d'abord de l'évaluation, quels sont les problèmes fondamentaux qui se posent, et ces problèmes-là, quelles sont leurs causes, et par rapport à ces causes, quelles solutions on peut entreprendre pour aller vers la transformation. Et c'est ce débat-là, ce dialogue inclusif qui a été complètement raté dans cette période. Et quand je parle d'agenda, c'est que c'était le moment de le faire avant d'arriver à la dissolution et aux prochaines élections. Là, vous avez parlé de méthode et d'agenda. La méthode, la voici. Oui. Premièrement, j'en ai fait un bout en vous disant que la méthode doit être une méthode inclusive. On ne peut pas faire une politique nouvelle sans avoir une approche méthodologique nouvelle. Et cette approche méthodologique, c'est de ne pas faire comme on a fait avec le PSE. Le PSE, on a mis en place un cabinet qui a élaboré le PSE et qui a dit aux Sénégalais, voilà ce qui sera votre destin jusqu'en 2035. La politique de référence. Ce sera ça votre destin. Les acteurs économiques n'en ont pas discuté, les acteurs culturels, les acteurs n'en ont pas discuté, les parties prenantes. Aujourd'hui, est-ce qu'on va discuter cela avec les parties prenantes? Pour moi, dans l'agenda, ça aurait été le temps. Et du point de vue de la méthode, une nouvelle politique, une nouvelle approche politique, c'est pas dans la discrétion d'élaborer le projet de transformation systémique, mais de l'élaborer avec les parties prenantes de la société. Ça, c'est la première approche du point de vue méthodologique. La deuxième, on a vu cette approche, j'allais dire, insulaire de la réforme de la justice. Nous avons tout un cadre institutionnel qu'il faut transformer et qui comprend le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, mais également même d'autres institutions qui sont en marge. Et comment on peut isoler la justice et vouloir traiter de la réforme de la justice dans une refondation qui se veut systémique. Ce n'est pas possible du point de vue méthodologique. Du point de vue méthodologique, on doit approcher la transformation systémique avec une méthodologie systémique qui fait qu'on sait qu'on touche à une composante, ça a des répercussions sur l'autre composante. Et donc, cette interaction doit être prise en compte d'abord. Ce qui ne veut pas dire que du point de vue de la démarche, on fait tout en même temps. Non. Ça, c'est la mise en œuvre. Mais du point de vue de la conception, on doit tenir compte de toute cette interaction pour pouvoir réfléchir. Ça n'a pas été fait? Mais pas du tout. Vous avez vécu comme moi ce qu'on a appelé l'exercice de la justice. C'est un cadre institutionnel que l'on veut réformer. Comment on peut réformer la justice sans penser à l'exécutif et sans penser au législatif? C'est ça que je suis en train de dire. C'est l'interaction de ça. C'est un système, et ce système institutionnel, il est d'abord la première priorité. Et ça aussi, c'est du point de vue de la méthode. Quand je dis méthode, c'est le troisième élément. Donc, le premier élément, c'est l'implication des parties prenantes, qui n'est pas là. Deuxièmement, l'approche systémique du point de vue méthodologique, qui demande qu'on prenne en compte l'ensemble et l'interaction des différentes parties. Et le troisième élément,
qui est aussi capital dans cette transformation systémique, c'est de connaître les priorités. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, qu'on a confondu urgence et priorité. Comment? Urgence, ce sont des besoins immédiats auxquels on s'attaque. La priorité, c'est ce qui détermine les objectifs que vous fixez. C'est deux choses différentes. Et la priorité pour moi, à l'heure actuelle, aurait dû être quelle est aujourd'hui, comment refonder ce qu'on appelle l'environnement systémique et qui détermine le reste. Cet environnement systémique, c'est justement le cadre institutionnel qu'on peut appeler la nouvelle République. C'est cette nouvelle République qui devait être mise en avant parce qu'il va être l'environnement systémique pour toutes les réformes qui vont venir après. Mais, Mamadou Ndoye, dites-nous, vous avez été acteur à l'interne comme à l'externe. Et aujourd'hui, vous nous déclinez toute une nouvelle République. Quelle serait la nature de cette nouvelle République? On connaît les piliers puisqu'on en a réfléchi, réfléchi sur cette nouvelle République et on a aussi discuté avec les nouvelles autorités avant, évidemment, qu'ils ne deviennent de nouvelles autorités. Le premier pas a été donné quand même par les assises nationales pour cette nouvelle République. Et ça assit la légitimité de ces propositions sur la base d'un consensus large qui a concerné non seulement l'élite, mais au-delà de l'élite intellectuelle du pays, qui a concerné la base même du pays. Parce que celui qui a suivi le processus des assises sait que tout cela a été passé par la base pour remonter vers le sommet. Et ce processus ascendant a permis de légitimer. La nouvelle République, pour nous, elle est assise sur 4 piliers. Lesquels? Le premier pilier, c'est l'état de droit, qui a été bousculé dans notre pays. Et cet état de droit met en priorité la primauté du droit. Nous l'avons vécu dans les derniers moments du régime, malheureusement seulement dans les derniers moments. La primauté du droit. Par le Conseil constitutionnel. Mais cela suppose l'indépendance de la justice. Et l'indépendance de la justice, contrairement à ce que j'entends aujourd'hui, suppose que le président de la République, c'est-à-dire l'exécutif, quitte le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un élément déterminant. En quoi? En quoi? Ça fait du débat, ça peut faire du débat. Mais ce qu'on peut retenir du point de vue de l'expérience tout au moins, c'est que notre justice a 2 grands problèmes. Le premier problème, c'est l'indépendance par rapport à l'exécutif, parce que l'exécutif a toujours réglé ses problèmes politiques à travers le pouvoir judiciaire. Et il y a eu plusieurs cas qui illustrent ce fait dans ce pays. Deuxième problème, l'ampleur de la corruption dans la justice qui fait que des citoyens aujourd'hui doutent de la justice, manquent de confiance à la justice. Pour moi, c'est les 2 mots principaux de la justice sénégalaise. On pensait que les assises allaient régler au moins ces 2 mots principaux. Mais on en est sorti avec est-ce qu'on est pour ou contre la sortie de l'exécutif, alors qu'on sait que c'est l'exécutif qui a manipulé la justice dans ce pays. Il fallait juste en tirer les conséquences. Mais bien sûr, bien sûr. Et l'autre chose, je n'ai pas vu grand-chose aussi sur les questions déontologiques. Notamment la lutte contre la corruption. Ah ben bien sûr, les questions déontologiques. De vertu, de valeur, d'éthique plutôt. Oui, bien sûr. Alors, donc, de ce point de vue, nous avons un problème
qui est là et qui demeure. Et je ne m'étonne pas aujourd'hui que sur cette question, on n'avance pas beaucoup. Alors, vous avez parlé de 4 piliers, vous avez donné les Deuxième deux pilier. premiers piliers. Deuxième pilier. Non, le deuxième, c'est la démocratie participative. Vous voyez ce qui se passe, et qui se passe dans notre pays depuis très longtemps. La souveraineté du peuple est limitée à l'élection, c'est-à-dire le choix des dirigeants. Une fois que le peuple choisit ses dirigeants, on considère même, et certains vous le disent sans sourciller, que puisqu'ils ont maintenant la légitimité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est Abdoulaye Wade qui avait résumé ça de façon lapidaire. Je peux faire ce que je veux et je n'ai de compte à rendre à personne. Et c'est comme ça que ça marche dans notre pays. Or, dans une démocratie, la souveraineté du peuple ne peut pas se limiter à l'élection. Le peuple doit pouvoir participer à l'élaboration des politiques, pouvoir participer à l'évaluation de politiques, pouvoir prendre des initiatives sous certaines conditions qui lui permettent de pouvoir contrôler quelquefois directement ce qui se passe dans le pays et de pouvoir aussi dire par des canaux qui ont été mis en place ce qui se passe dans ce pays et par aussi des possibilités de recours dans certaines situations. Cette démocratie participative n'est pas encore là. Et apparemment, développer même cette culture au niveau de nos dirigeants reste un problème. En quoi? En quoi? Parce que ça les gêne. Parce qu'ils considèrent, comme on dit, bàyyi leen ñu liggéey. C'est un peu ça. À chaque fois que quelqu'un est élu, même quelquefois, ce n'est pas eux qui le disent, c'est les autres, bàyyi leen ñu liggéey. Non. Non, pas du tout. Le peuple les élit pour devenir des dirigeants. Et un dirigeant, quand tu l'élis, il assure le leadership. C'est vrai. Mais le leadership ne veut pas dire que le peuple n'a rien à dire et n'a rien à faire et doit se taire. Au contraire, le peuple doit continuer à surveiller si les politiques répondent à ses aspirations et à ses besoins. Et quand ce n'est pas le cas, le peuple doit avoir des recours pour pouvoir agir, s'exprimer et faire quelque chose pour faire avancer les réponses à ses propres besoins. Avant de parler du troisième défi, mais il faut du temps aussi pour travailler et évaluer. Non, on ne dit pas qu'il ne faut pas de temps. Moi, je dis, du point de vue de l'agenda, je ne demande pas que tout cela soit mis en œuvre immédiatement. Ce que je dis, c'est que tout ce temps-là devait être utilisé pour le diagnostic et l'élaboration avec les parties prenantes, pas enfermé dans un cabinet. C'est clair. Oui. Et c'est ça que je dis. Et ce que je ne vois pas. Et le troisième défi? Alors le troisième défi, c'est l'administration républicaine. Une administration non partisane. Une administration capable d'être au service du public et qui ne fait pas l'inverse. C'est-à-dire que le public soit à son service. Cette administration-là demandait aussi que on mette en avant le mérite et la compétence. Et c'est ce qui a fait dire à l'époque aux Assises nationales qu'il fallait organiser pour certaines directions un concours ou une autre forme d'examen qui permette de mesurer quelle est la meilleure compétence pour ce poste compte tenu du profil. On appelle la candidature. Alors, donc, on ne dit pas immédiatement il faut que tous les postes soient dans ce cadre-là. Personne ne le dit. Ce que les gens disent, c'est que d'abord, on aurait dû savoir aujourd'hui, ce serait été un travail, quels sont les postes
qui sont les postes qui vont être mis en concurrence ou en compétition. Quels sont les postes qui sont des postes politiques, parce qu'il existe dans un gouvernement des postes politiques. Et ces postes politiques, évidemment, on y met des politiques. Il faut les identifier. Oui, mais on aurait dû faire ce travail aujourd'hui. Au moins faire ce travail pour dire, voilà les postes, ce sont des postes politiques. On mettra des politiques là-dedans. Moi, si je choisis, par exemple, mon cabinet en tant que ministre, mon cabinet, je veux qu'il soit politique. Et je vais choisir des politiques. Mais dans mon ministère, il y a des directions techniques. Oui, c'est ça. Et ces directions techniques, je ne vais pas les donner sur une base politique. Et c'est ce que je connais bien puisque je l'ai exercé. Vous avez été ministre. Oui. Et donc, ce travail-là aurait dû être fait au moins pour qu'aujourd'hui, que les Sénégalais sachent que tel type de poste, c'est un poste politique et on y mettra des politiques. Tel type de poste, c'est des postes techniques, on y mettra les meilleures compétences. Et c'est comme ça qu'on va vers le développement, parce que les postes techniques, si tu y mets des politiques qui sont là pour la politique, le travail qui est un travail de développement du pays, ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas le faire. Et c'est pourquoi il y a une question de compétence, mais aussi d'enjeu de clientélisme politique. Si vous êtes là parce que c'est la politique qui vous met là, mais vous utilisez votre poste surtout pour la politique, pas pour le développement du pays. Et c'est pourquoi nous avons besoin, on aurait dû aujourd'hui avoir cette distinction très claire et permettre de commencer à faire ce travail. Mais on est dans le flou, complètement sur cette question-là. Et l'administration non partisane dont on parle, je ne pense pas que pour le moment, nous soyons sur le chemin. Le dernier élément, c'est ce que nous avons appelé la gouvernance responsable. Une gouvernance responsable, c'est une gouvernance qui assure la transparence. C'est le premier critère de responsabilité, la transparence. On n'est pas dans une gestion opaque du pays. C'est d'abord la transparence. Deuxième élément, c'est l'efficacité et l'efficience. C'est-à-dire, on met l'argent du pays pour satisfaire des besoins essentiels du pays. On ne gaspille pas l'argent du pays dans des choses soit d'apparat ou je ne sais quoi. La question coût-efficacité est là. Et donc, quand on investit l'argent du pays, on sait que ça apporte tel bénéfice et tel bénéfice collectif pour le pays. Autre élément, la reddition des comptes. Quand vous avez la responsabilité d'avoir les ressources du pays qui sont les ressources des citoyens et que vous les utilisez, vous devez rendre compte. Rendre compte d'abord de l'utilisation efficace et efficiente et rendre compte aussi de l'équité dans l'allocation de ces ressources. Parce que c'est une question essentielle. Dans notre pays, on n'en discute pas souvent. Les ressources qu'on donne aux citadins n'ont rien à voir avec les ressources qu'on donne aux ruraux. Je m'explique un peu plus. La santé en milieu rural, combien elle reçoit de ressources publiques par rapport à la santé en milieu urbain? Je n'ai pas fait le calcul, mais lorsqu'on fait le calcul, ce sera 10 fois plus de ressources pour l'urbain que pour le rural. C'est inéquitable. Ce sont tous les citoyens.
C'est inéquitable. Vous allez dans l'éducation, c'est exactement la même chose. L'enfant du milieu rural, ce qu'il reçoit comme ressources publiques pour son éducation n'a rien à voir avec ce que l'enfant urbain reçoit. Ce qui ne date pas de maintenant. Oui, mais bien sûr dans l'allocation. Mais bien sûr que ça ne date pas de maintenant. Oui, parce que vous avez été ministre. Oui, mais ça ne date pas de l'éducation. Et j'ai essayé de tout faire pour que l'équité, pour que les gens au niveau du monde rural reçoivent l'éducation comme les gens des régions éloignées reçoivent l'éducation. Pourtant, c'est consigné dans la Constitution légale d'accès à l'éducation. Mais quand on fait les calculs, aujourd'hui, on peut faire les calculs, vous verrez qu'il y a une inégalité dans la distribution des ressources entre les citoyens, entre le monde rural et le monde urbain, entre régions, entre couches sociales, entre filles et garçons. Et donc, cette équité-là est une question essentielle de la gestion, de la gouvernance. Voilà ce que j'appelle une gouvernance responsable. Alors, dans les défis que vous avez déclinés, il y a la gouvernance. Dans la gouvernance, nous sommes à l'heure de la reddition des comptes, Mamadou Ndoye. Cette reddition des comptes dont on dit est une exigence sociale. De ce point de vue, quelle appréciation sur non seulement la mise en place du pôle judiciaire financier, quelle attente, quel défi, puisque la machine s'emballe à l'heure actuelle? Oui, je crois que d'abord, lorsqu'on analyse ces questions dans un pays, on ne peut pas faire table rase de l'expérience historique. Nous savons que dans notre pays, il y a eu des tentatives et il y a eu notamment le CREI qui avait été créé à l'époque. La CREI, la Cour de répression. Oui, qui a été créé à l'époque pour, disons, la reddition aussi des comptes. Et l'expérience a tourné court finalement. Mais pourquoi l'expérience a tourné court? Pourquoi? Pour les mêmes raisons, l'utilisation du pouvoir judiciaire à des fins politiques. Et lorsque tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas une question de justice, mais une question de politique, cette cour a été complètement discréditée. La question qui va se poser avec cette nouvelle institution va d'abord être cette question. Est-ce qu'elle est là pour la reddition des comptes du point de vue de ce que veut le citoyen, parce que le citoyen veut la reddition des comptes, et ça fait partie, comme le dit, de la gouvernance responsable, ou bien est-ce que c'est un instrument politique pour combattre des adversaires politiques? Et ça, on ne peut pas le dire à l'heure actuelle, puisque cette cour, pour le moment, ne fonctionne pas. On ne peut pas dire, donc, quelle va être sa destination. Mais du point de vue empirique, au regard justement de ce à quoi nous attendons, il y a quand même une légitimité pour une telle institution. Il y a non seulement une légitimité, mais il y a plus qu'une légitimité. Oui. Je crois que, puisqu'on veut on veut promouvoir une nouvelle façon de faire la politique, c'est normalement un instrument pour une nouvelle façon de faire la politique. Pourquoi? Parce que simplement, la politique dans notre pays a été appliquée de façon à devenir juste une source de prédation des ressources publiques. On voit même des gens qui vraiment font de l'investissement pour se préparer à ça. Pour devenir prédateurs, s'accaparer du pouvoir politique pour pouvoir accéder aux ressources publiques. Parce que pas le pouvoir politique en tant que tel, il n'est que l'intermédiaire pour accéder aux ressources publiques. Et donc, si on veut que l'argent sorte comme cela de la politique et nous permette de voir une nouvelle façon
c'est-à-dire la politique comme construction de la cité et comme moyen de développer le pays, il est absolument indispensable de se battre contre cette façon de faire la politique avec de l'argent. Et de ce point de vue, un tel instrument, il n'y a pas de doute. Oui. Il n'y a pas de doute. Mais quelle est l'utilisation qu'on va faire? Je disais simplement que mon interrogation, compte tenu de l'expérience passée, ne se situe qu'à ce niveau. Quelle utilisation on va en faire? Parce que même avec un bon instrument, on peut avoir une mauvaise utilisation. Et c'est la finalité qui compte. Alors, certainement, du résultat, on appréciera. Il n'y a pas de doute. Certainement, si cette institution est efficace, elle sera à l'aune des attentes des Sénégalais. Oui, de ce point de vue, ces élections législatives, Mamadou Ndoye, sont très, très attendues. D'abord, en termes d'enjeux de ces élections, que retenir? Moi, j'aurais mis comme enjeu, et je reviens toujours à l'agenda, j'aurais mis comme enjeu la transformation systémique du pays. J'aurais mis comme enjeu une nouvelle façon de faire la politique dans ce pays. Et c'est ce qu'on attendait. C'est l'opportunité historique qu'on espérait avec cette rupture. Et donc, si aujourd'hui, on avait impliqué toutes les parties prenantes dans cette réflexion et dans cette élaboration pour aller aux élections législatives avec ça, tout le monde aurait cet enjeu en tête. Tout le monde. Mais aujourd'hui, malheureusement, les enjeux ne sont pas aussi clairs qu'ils devraient l'être. Oui, mais toujours est-il qu'il y a d'une part la majorité qui est recherchée par les nouvelles autorités et une opposition également qui se mobilise. On s'attend à des élections très prisées en termes d'enjeux. Pour moi, ces élections auraient été faciles si le travail qui devait être fait avait été fait. Les élections auraient été faciles. Je ne suis pas sûr qu'elles soient faciles maintenant parce que, comme je dis, les enjeux ne sont pas aussi clairs pour les électeurs. Mais si cette dynamique de travail en commun, de dialogue inclusif, d'élaboration de la stratégie de transformation, si tout cela était en mouvement depuis mars et qu'aujourd'hui se pose la question des élections législatives, pour moi, ce ne serait plus que pure forme pour le pouvoir. Démarche, même dans une démocratie qui s'organise aujourd'hui. Mais également, va-t-on vers une recomposition politique? La recomposition politique est en cours depuis longtemps dans notre pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 5 ans, le PASTEF ne pouvait pas espérer être au pouvoir. Ne pouvait pas. Ce n'était pas dans les perspectives. C'est la recomposition politique qui a amené le PASTEF au pouvoir. Et les forces politiques les plus fortes d'antan, aujourd'hui, sont devenues faibles. Et il y a de nouvelles forces qui émergent. Et je dois dire même un peu plus, c'est que ce que le PASTEF a réussi, c'est-à-dire convaincre les Sénégalais qu'il y a une nouvelle façon de faire la politique. Adhérer quand même. Oui, alors, convaincre les Sénégalais qu'il y a une nouvelle façon de faire la politique. Que le clientélisme politique habituel, c'est que normalement, nous, on aurait dû réussir, je veux parler de la gauche, qu'on n'a pas réussi. Le PASTEF l'a réussi. Et c'est pourquoi je dis qu'on a une opportunité historique formidable dans ce pays. Maintenant, est-ce qu'on va la gaspiller? Ou bien, est-ce qu'on va la saisir en pleine main pour aller de l'avant? Telle est la question. Mais on a une opportunité historique. La deuxième hypothèse reste de rigueur. Si tant est qu'il y a des actes qui sont posés, il y a une volonté, un engagement qui a été enclenché. Vous savez, Baye Omar, toute transformation sociale a nécessairement besoin d'un leadership volontaire engagé qui essaie de mobiliser dans ce sens et tout cela. C'est nécessaire, absolument indispensable.
Mais ce n'est pas suffisant d'avoir le leadership. Qu'est-ce qui reste? Il faut avoir des forces sociales qui se mettent en mouvement en faveur de cette transformation sociale. Mais ces forces sociales, tu ne peux les mobiliser qu'à partir d'un dialogue inclusif qui fait qu'ils s'approprient eux-mêmes le projet de transformation pour se battre pour cette transformation. Et c'est ça que je ne vois pas. Non, je ne perçois pas pour le moment. Mais pourquoi? Pourquoi dites-vous? Parce que est-ce que c'est pas le calendrier politique aujourd'hui qui quelque part poserait problème? Mais je ne pense pas. Pour moi, c'est une question d'agenda. C'est la méthode, oui. L'agenda n'a pas été bien maîtrisé. Et dans l'agenda, il y a eu confusion entre urgence et priorité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a l'approche méthodologique. Parce que j'ai l'impression qu'on préfère s'enfermer pour élaborer, plutôt que d'élaborer avec les parties prenantes de l'économie, de la culture, de la société, etc. Oui. Moi, je pense que c'est une question de méthodologie et d'agenda. Et de démarche. Mais de ce point de vue, Mamadou Ndoye, aujourd'hui, on est à quelques encablures de la date du scrutin législatif qui est justement ce 17 novembre. En matière de contexte préélectoral, le Sénégal souvent est confronté à des difficultés. Aujourd'hui, comment aller à ces élections législatives dans la sérénité en termes d'organisation, puisque quelque part la crainte d'avoir plusieurs listes aussi est annoncée? On ne peut pas éviter la présence de multiples listes. Oui. Parce que ce que nous avions comme tamis ne marche plus. Oui, le parrainage. Le parrainage citoyen était le tamis. Puisqu'il n'est pas là, on ne voit pas comment... Parce que à part ça, ce que vous avez, c'est un peu le barrage par l'argent. Or, on a gardé aussi la caution au même niveau. Bon. Donc, je ne vois pas, moi, la possibilité de limiter les listes. Je ne vois pas. En termes de stratégie et de tactique des différents... Ah oui, il va y avoir beaucoup de listes parce que... Les alliances, le jeu des alliances, par exemple, le jeu ne des va pas alliances, minorer les listes. Je ne pense pas que le jeu des alliances va beaucoup marcher parce que c'est la question de la proportionnelle. Avec la proportionnelle, chacun se dit, je pourrais même avoir un député, pourquoi pas? La proportionnelle permet cela. Évidemment, dans les listes départementales majoritaires, c'est clair que là-bas, vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez rien. C'est clair. Mais les gens comptent sur la proportionnelle. Oui, mais de ce point de vue, une telle situation avantagerait qui? Plus le pouvoir, parce que plus en réalité il y a dispersion, plus ça avantage le pouvoir. Parce que la dispersion, comme je l'ai dit, c'est surtout au niveau de la proportionnelle, mais aussi au niveau majoritaire départemental, lorsqu'il y a des dispersions, vous pouvez même avec 30% des voix prendre tout. Et donc, la majorité en place, la majorité présidentielle, est nettement favorisée, c'est tout à fait clair. Cette défense, en fait, de se battre pour une transparence des élections. C'est ça, mais ça, bon, je crois que c'est peut-être une bonne façon d'aborder les élections et l'opposition l'a toujours fait, la lutte pour la transparence, et c'est dans la continuité. Et selon vous, Mamadou Ndoye, invité d'objection, est-ce que le Sénégal actuel, justement, a les forces d'organiser une élection législative avec plusieurs listes, par exemple une centaine, 200 ou même, oui? Disons que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Oui. Si c'était quelque chose à répéter tout le temps, nous n'avons pas les moyens. Mais à l'heure actuelle, nous devons chercher les moyens de faire face à une situation exceptionnelle. Parce que cette élection-là, elle est exceptionnelle. Voilà. Elle est exceptionnelle, dites-vous, mais aujourd'hui, quelle configuration vous donnerez la prochaine législature? Ah, ça, je ne peux pas le dire. Si on avait eu cette dynamique depuis l'élection de Diomaye,
avec toutes les forces sociales qui sont mobilisées autour de cette élaboration et allant après en disant si on gagne, on va aller vers la mise en œuvre, je suis sûr qu'il y aurait une grande vague pour le pouvoir en place. Est-ce que ça va se faire ou ça ne va pas se faire? Je ne peux pas le dire. Oui, nous attendons de voir. Mais alors, oui, aujourd'hui, les mutations sociales en cours au Sénégal, oui, quand vous observez cette migration irrégulière, a-t-elle ou est-elle en train de prendre une autre ampleur au point, oui, de vous inquiéter? Oui, je crois que c'est plus qu'inquiétant. Mais je crois que l'approche que nous en avons est problématique. Pourquoi? Parce que on dit que c'est le chômage des jeunes, et donc il faut régler le chômage des jeunes, et puis on règle le problème. C'est pas le cas? Non, je crois que c'est trop simpliste. Certes, le chômage des jeunes est un problème dans ce pays. Et il faut travailler à le résoudre. Ça, c'est tout à fait clair. Oui. Mais ça ne résout pas la fascination actuelle des jeunes pour l'Occident. Je l'appelle fascination. Oui. Et cette fascination n'épargne même pas les jeunes qui ont un emploi. Ah oui, parce qu'il y a des jeunes... Cette fascination-là est due à quoi? Cette fascination, moi je crois que il y a plusieurs choses dedans. C'est une fascination d'abord historique. Et nous n'avons pas travaillé là-dessus. Oui, mais c'est problématique. En 2024, oui, mais oui, avec tout ce qui a été conçu comme déconstruction, quelque part. C'est une fascination historique. Jusqu'ici, les langues européennes, aux yeux de beaucoup des membres de nos sociétés, sont supérieures aux langues africaines. Les cultures occidentales sont supérieures. Et notre vision du développement même, c'est de rattraper l'Occident. C'est ça notre vision du développement. Donc cette fascination a des racines profondes dans notre histoire. Et nous n'avons pas travaillé jusqu'ici, ni du point de vue culturel, ni du point de vue éducatif, pour renverser cette pensée profonde qui est ancrée dans nos sociétés. Ça, c'est un problème. Le manque de fierté par rapport à ce que nous sommes, le manque de confiance par rapport à notre potentiel propre. Et ça, c'est pas seulement les jeunes. Oui. 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 Et donc, cette fascination, il faut l'analyser en profondeur. Et si on l'analyse en profondeur, c'est à ce moment-là qu'on va aller vers les solutions. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont dans l'emploi et qui veulent partir parce que non seulement ils ont ça, mais ils ont aussi leur modèle de réussite. Dans les quartiers populaires, quels sont les modèles de réussite? Vous voyez les émigrés qui reviennent ici? Vous voyez comment les jeunes les voient? Les émigrés qui étaient là avec un parent pauvre qui achètent une maison pour leurs parents. Et la chose est très profonde. Mais à l'heure où on parle justement de souveraineté, vous connaissez mieux la sous-région que moi, avec cette doctrine de patriotisme, de souverainisme et tout ça. Quelque part, est-ce que l'immigration irrégulière est un échec par rapport justement à ces différentes doctrines? Justement, comment vous analysez surtout le comportement contradictoire de la jeunesse? D'une part, ils crient contre ce qu'ils estiment être les envahisseurs, oui. D'une part, et d'autre part, ils ont une fascination pour eux. Il y a paradoxe. Donc il y a une ambivalence qui est là, qui est très nette. Et cette ambivalence, quand on l'analyse, on se rend compte, c'est un rapport de haine-amour. Mais alors, est-ce que, oui, vous êtes un adepte de l'éducation, pour ne pas dire un expert, ancien ministre de l'éducation, est-ce que c'est pas là où réside le problème, l'échec de l'éducation? Oui, ça réside par là. C'est un élément
très important. Mais quand on parle d'éducation, généralement, on ne parle pas d'éducation, on parle d'enseignement. Oui, justement. On oublie que l'école, notamment aujourd'hui, n'est pas un lieu d'éducation, mais un lieu d'enseignement. On l'oublie très souvent. Alors que ça devait être un lieu d'éducation. Je veux dire ce qu'il est dans ce qu'elle est dans la réalité. Oui. Dans la réalité, les maîtres ont appris à transmettre des connaissances. C'est ça qu'ils estiment être leur métier. Mais ils n'ont pas appris à changer les comportements et les valeurs des jeunes. Ce qui est éduqué. Et donc, nous avons là un premier problème. Mais ce n'est qu'un premier problème. Même si l'école fait ce qu'elle doit faire, si l'enfant sort de l'école et c'est d'autres valeurs et d'autres comportements qui lui sont proposés, ça ne fonctionne plus. Vous voulez parler de la société. C'est pourquoi il ne faut pas parler d'éducation strictement à l'école. Il faut parler de l'éducation de la famille. Oui. Il faut parler de l'éducation de la collectivité. Il faut parler de l'éducation des médias. Oui, qui a une responsabilité. Les sources d'éducation sont aujourd'hui devenues multiples. Et la question qui se pose, c'est comment les mutualiser pour aller dans le bon sens. Oui, mais vous avez parlé aujourd'hui de l'éducation et de l'enseignement. Finalement, ce qui devrait être indissociable, c'est dissocié carrément. Comment faire de telle sorte que ce défi soit relevé aujourd'hui? Je dis, pour que ce défi soit relevé, l'école ne suffit pas. Il faut que l'école s'allie avec les familles, l'école s'allie avec les collectivités, et l'école s'allie avec les différentes communautés apprenantes. Et ces communautés apprenantes sont nombreuses. Elles sont dans les lieux de loisirs, elles sont dans les lieux de travail, elles sont dans les lieux de divertissement. Oui, je ne peux pas ne pas occulter cette question. Vous avez été ministre de l'Éducation. Vous avez tenté une expérience aujourd'hui. Alors, dites-nous, avec le recul, est-ce que cette expérience aujourd'hui a une part de responsabilité dans ce à quoi est justement devenu notre système éducatif? Nous avons tous une responsabilité. Oui, mais votre expérience? Mon expérience, c'est deux choses. Oui. La première, c'est que nous avons une forte réticence par rapport aux transformations qui doivent s'opérer dans ce pays. Par exemple, nous savons, et c'est très clair pour nous, que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. J'ai entendu les nouvelles autorités dire qu'ils vont recruter 5000 enseignants. Oui, et qui vieillit même finalement. Oui. Oui. La Thiès, un reportage a démontré. Oui, mais je me demande où est-ce qu'ils vont recruter ces 5000 enseignants, avec quel budget, compte tenu de ce que l'on sait du budget actuel. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cette promesse repose sur des études économiques sur l'éducation à l'heure actuelle. Parce que moi, d'après ce que j'en sais aujourd'hui, je ne vois pas la possibilité de recruter 5000 enseignants. En tout cas, pas avec les conditions salariales des enseignants. C'est tout à fait clair. Et précisément, c'est ce que nous ne voulons pas faire bouger. Nous savons tous que nous ne pouvons pas amener tous les enfants sénégalais aujourd'hui à l'école avec les mêmes coûts salariaux. Nous ne pouvons pas. À l'époque, moi j'ai essayé de contourner le problème avec le service civique d'éducation que j'ai appelé les volontaires d'éducation, en me disant qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes capables d'enseigner. Et que ça nous permettrait aujourd'hui de couvrir les besoins des enfants qui ne vont pas à l'école. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que nous avons le modèle colonial d'école qui est là. Et chacun s'agrippe à ce modèle colonial comme étant un modèle de qualité, alors qu'il n'est pas un modèle de qualité. Nous avons ce premier problème. Ce problème existe aussi avec les langues nationales. Aujourd'hui,
dès que vous abordez la question des langues à l'école, vous allez voir la majorité de l'élite de ce pays se lever pour dresser des obstacles en ce qui concerne l'utilisation des langues nationales à l'école. Ah oui? Oui, parce que d'abord, ils se sentent menacés par ça. Ils se sentent menacés. L'élite francophone a remplacé les administrateurs coloniaux. C'est cette élite francophone qui dirige actuellement nos pays. Si vous le dépossédez de son seul bagage, c'est-à-dire savoir parler français, il y a un problème qui se pose dans ce pays. C'est clair. Nous avons ces problèmes et consciemment ou inconsciemment, les gens sont toujours dans la résistance. Or, il est démontré scientifiquement et techniquement que utiliser ces langues permet d'abord d'accroître la réussite scolaire, non seulement dans la langue parlée, mais dans les mathématiques et dans les sciences. Et même quand vous faites un enseignement bilingue en partant de ces langues, les enfants sont capables d'investir les acquis de l'écrit dans leur langue pour transférer ça dans l'apprentissage du français et être meilleurs en français que ceux qui n'apprennent que le français. Et tout ça, c'est démontré par des expériences et des évaluations. Mais les gens ne sont pas prêts à s'engager dans cette expérience. Est-ce que ce n'était pas une volonté des bailleurs? Non. Le fait d'introduire ce système, par exemple des volontaires à l'époque. Le gars de la Banque mondiale, Oui. qui était un Algérien à l'époque, le représentant de la Banque mondiale, Oui. était mon premier adversaire. Il s'est opposé farouchement à ça. Les gens parlent de la Banque mondiale. Il s'est opposé, je le dis publiquement, c'est le représentant à l'époque de la Banque mondiale, qui était un Algérien, était farouchement opposé à l'expérience des volontaires. Alors, oui, Mamadou Ndoye, devons-nous se départir de ces institutions internationales? Je parlais de la Banque mondiale, du FMI. Aujourd'hui, le débat est en cours par rapport à notre propre développement. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est pas eux. Comment? Lorsque nous avons une politique nationale, cette politique nationale ne doit pas être détournée de ses objectifs par une aide financière, quelle qu'elle soit. Et d'où elle vient. Vous avez vos objectifs nationaux. Si quelqu'un vient avec de l'argent pour vous finir d'autres choses et divertir donc vos forces vers d'autres domaines, c'est à toi de dire que ça ne peut pas marcher. Si ça entre dans mes objectifs, oui. Si ça n'entre pas, je n'en veux pas. Épidémie, pandémie, agression, meurtre, calamités de toutes sortes, foudre, finalement, Mamadou Ndoye, comment expliquez-vous cette résilience dont fait montre le peuple sénégalais aujourd'hui? Je crois que, à mon avis, notre résilience se repose essentiellement sur nos croyances. Nous avons des croyances fortes qui font que tout ce qui arrive, nous mettons ça comme œuvre de Dieu. Et ça nous permet de supporter tout. Oui. Parce que nous disons c'est l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est une qualité, mais nous devons dépasser la résilience pour conquérir. Merci encore une fois. Merci à vous. Ça a été encore une fois un plaisir. Mesdames, messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, avec d'autres questions. Au revoir. Et merci à l'équipe digitale, à la tête Aline Badra Sorcé. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé
gàddaay ba ñu